Normalement, ce podcast devrait débuter par bonjour, ceci, tel, tel, tel. Malheureusement, on ne va pas le faire comme ça. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur à succès. On reçoit un inventeur à l'image de Lewis Latimer, cet afro-américain qui a inventé l'ampoule électrique. On reçoit quelqu'un à l'image de Alexander Graham Bell qui a inventé les premières formes de téléphone. On reçoit quelqu'un à l'image du professeur, du prophète, du savant de la sainte écriture Soussou, le Korisebeli. Il s'agit de Bentoura. On reçoit quelqu'un de cette trempe-là, quelqu'un qui a quitté les États-Unis pour revenir investir en Afrique. On reçoit quelqu'un qui participe activement à la numérisation et à la technologisation de l'Afrique. On reçoit M. Muntaga Keita. Bienvenue dans le podcast Dissidence. Eh bien, merci de m'avoir accueilli dans votre podcast. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Quand on tape Muntaga Keita sur les réseaux sociaux, dans la moteur de recherche, ce qu'on voit, c'est énorme. Mais j'ai regardé un podcast dans lequel le monsieur il disait qu'il reçoit enfin un Guinéen. On a l'impression que il n'y a pas assez de lumière sur les Guinéens qui font ce genre de choses. Et ceux-là qui agissent aussi, qui travaillent beaucoup, ils n'acceptent pas de trop parler aussi. Ça fait qu'il n'y a pas aussi autant de lumière sur eux. Est-ce que vous avez fait la même remarque que moi? Eh bien, on n'est jamais prophète chez soi. Ça, c'est normal. Peu importe notre origine, si vous regardez dans l'histoire, que ce soit même nos prophètes dans la religion, ils étaient absolument pas appréciés au départ chez eux. Ils étaient même poursuivis, pourchassés, pour être tués. Et, chez nous aussi, c'est pareil. Si vous prenez même les États-Unis aussi, vous parlez de Latimer tout à l'heure. Lui aussi, c'était la même chose. Aujourd'hui, si on s'éclaire, c'est grâce à lui, mais tout le monde pensait à Edison, alors que c'est l'autre qui a inventé la clim, qui a inventé le congélateur, le réfrigérateur. Ce sont des Noirs. Le camion frigorifique sont des Noirs. Qu'est-ce qui a fait les calculs pour permettre à la première fusée américaine de faire un saut dans l'espace et ensuite aux astronautes américains d'aller dans l'espace, de faire une orbite parfaite ou deux ou trois et puis revenir? C'est trois femmes noires, mais elles n'ont été connues qu'après. Et qui a envoyé la fusée sur la Lune? On ne savait même pas. Werner von Braun, qui était allemand nazi, récupéré par les Américains, mais on ne l'a su que presque au moment du lancement. Mais pendant une vingtaine d'années auparavant, il était dans le secret. Je travaille, je développe, d'autres pays en bénéficient, beaucoup plus que notre pays. Eh bien, c'est comme ça la vie. J'ai l'impression que ceux-là qui font des choses extraordinaires en Guinée, la plupart des gens là n'aiment pas parler. Je ne sais pas pourquoi ils aiment se réfugier dans ce silence-là. Moi, j'ai regardé, pour la première fois quand j'ai regardé une vidéo de vous, j'avoue que j'étais vraiment impressionné. J'avais une sorte d'aiguillon dans mon corps. J'étais rassuré que je pouvais rester et faire quelque chose. J'étais pas à ce jour-là. Et cette vidéo avait déconstruit beaucoup de réalités dans ma tête là. Et vous faites énormément de choses. Est-ce qu'on peut dire que tout ce que vous faites aujourd'hui, vous devez tout ça à votre parcours scolaire? Vous avez commencé les études en Guinée, vous êtes parti en France et plus tard vous êtes parti aussi aux États-Unis. Est-ce que vous devez tout ça, tout ce que vous réalisez aujourd'hui à votre parcours scolaire? Je dirais oui, mais je dirais non aussi. Vous savez, je suis né à une époque où il n'y avait pas le commerce. Je suis né dans un pays communiste qui s'appelait République populaire révolutionnaire de Guinée, qui était un pays socialiste, communiste. Il n'y avait pas le commerce libre comme ça. On ne pouvait pas acheter des jouets. Donc nous, on démontait les filages, les fils dans les grillages ou les fils téléphoniques avec les couleurs et on fabriquait nos voitures, nos hélicoptères. Je le faisais à l'âge de 3 ans, en 1982, 83, 84. C'est en 85, avec l'avènement du capitalisme, que là, on a commencé maintenant à avoir des jouets peut-être qui viennent d'ailleurs. Les gens pouvaient voyager très librement, envoyer des jouets. Mais on fabriquait avant cela. Et avant nous aussi, nos parents fabriquaient des chaussures, des sacs et autres. Et une certaine lignée dans ma famille, côté père aussi, sont des gens qui fabriquaient des sacs, des chaussures, des choses comme ça. Donc, c'est déjà dans l'ADN. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. La mangue ne tombe jamais loin de l'arbre. Lorsque une personne fait quelque chose, regardez quelquefois dans le sang, dans la lignée, une partie de ma lignée
Mais ce sont des gens qui fabriquaient aussi. Ils avaient le sens de la créativité. Créativité. Donc, le fait que je m'y adonne à ça, c'est peut-être beaucoup plus naturel pour moi parce que peut-être ça remonte aussi. Une prédestination. Ce sont des tests qui ont été faits par des laboratoires américains, des expérimentations où ils ont vu que le sang transporte. Si vous êtes très grand sportif et vous avez des enfants, si eux, ils s'adonnent au sport, ils pourront naturellement battre tous les autres parce qu'ils sont prédisposés. Donc, je le dirais, il y a une partie qui est de l'inné, une partie qui est de l'acquis. L'acquis, ça va être maintenant l'éducation. Mais cette éducation encore, c'est ici. C'est l'éducation en Guinée qui m'a donné beaucoup plus d'avance. Et donc, lorsque je me suis rendu en Europe, j'avais largement de l'avance. En tout cas, les 6 premières années, j'étais intouchable en classe. Premier, partout. Tout le temps, partout. Chaque trimestre, chaque année, partout. Là, c'est la Guinée qui m'avait donné de l'avance parce que le système scolaire était très avancé. Il datait même des années 60. Alors que les Français, en France, eux, le niveau avait baissé. Moi, le niveau était très fort. Donc, pendant 6 ans, j'étais au sommet. Ça m'a donné de l'avance. Avec les bibliothèques aussi en France, la Cité de la Science là-bas à la Villette, Porte de la Villette, j'adorais. Donc, la Guinée m'a permis d'avoir cette curiosité. Quand j'ai été là-bas, je dormais presque dans les bibliothèques aussi. Mais le départ, c'est là. Ça, c'est l'acquis. L'inné, c'est il faut aussi regarder dans la famille. Est-ce que j'avais des ancêtres qui étaient dans la créativité? Ça, c'est oui. Donc, il y a l'inné, tu nais avec, il y a de l'acquis. Ce que tu vois ici, c'est que tu exploites. Et c'est grâce à la Guinée que j'ai eu toute cette passion. Parti en Europe, parti aux États-Unis, j'ai fait des choses totalement différentes. Mais ça, j'avais encore dans le cœur. Mais revenu en Afrique, après quelque temps, j'ai dit, je vais refaire ce que j'aimais au départ. D'accord. On va en parler. Une fois en France, vous avez fait les études de droit. Est-ce que ce diplôme de droit ou ces études de droit vous ont servi à quelque chose dans la vie? À vous dire la vérité, j'ai même pas fini le droit. Je m'ennuyais à mourir. À mourir. J'ai fui les études de droit après 4 années et demie parce que c'était une prise de tête. On parle de Charlemagne, Clovis, Napoléon. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça vous a pas charmé? Franchement, je dessinais plutôt sur les tables et c'est là qu'en l'an 2000, m'ennuyant dans un amphithéâtre à l'université de droit à Malakoff, Paris 5, eh bien, j'ai pris un bout de papier, j'ai commencé à élaborer un engin volant avec 2 hélices contre-rotatifs, avec un anneau autour. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les drones. Moi, c'est en l'an 2000. Sans rien, j'ai commencé à inventer ça de moi, de ma tête, sans avoir vu un échantillon, parce que ça n'existait pas. Toute l'histoire de ces drones-là a vraiment commencé en 2010, 2009, 2010. Vous comprenez? Et moi, là, c'est en 2010 ans avant que j'ai commencé à penser à ça. Parce qu'il y a une graine qui descend des arbres et qui tourne en toupie, et c'est ce qui m'a donné l'idée. Donc, vous voyez, j'étais déjà dans ça depuis longtemps. Donc, le droit m'ennuyait au point que j'ai commencé à innover. Mais qu'est-ce qui vous a conduit effectivement à vous lancer dans les études de droit? La famille. Vous savez, en Afrique, les parents vous guident. Après tout, on ne sait pas, honnêtement. À l'âge de 13, 14, 15 ans, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, les parents, ils ont comme des torches pour nous. Va par ici, selon eux, leur époque. Mais malheureusement, leur époque est tout le temps dépassée. C'est pour le passé et leur présent. Mais nous, ça aurait été pour le futur. Et le futur, c'était pas ça. Aujourd'hui, je viens de rencontrer un jeune qui a fait droit, qui est au chômage, qui ne fait que dormir, il se réveille à midi 13h, vadrouille dans le quartier. Ce n'est plus à la mode, ça. Je peux aller sur l'intelligence artificielle en ligne, Gemini, ChatGPT, dire bon, dis-moi ça, j'ai ça comme problème, et me sort tous les articles des codes guinéens, et puis tout. On n'aura plus besoin de certains métiers, donc le droit est obsolète. Et à un moment, j'ai compris que c'était pas ma voie, c'était plutôt dans la technique. Donc, la famille avait bien accueilli cette décision que... la famille m'avait vraiment dit, fais le droit pour protéger nos business, les avocats d'affaires coûtent très cher, patati patata. Moi-même, je croyais que avocat, c'était la nourriture, là, l'avocat. C'était ça. Je ne savais pas c'était quoi. Je me suis lancé, je me suis ennuyé à mourir. Le grand frère, lui aussi, on l'avait dit, tu fais médecine. Vu que les gens sont souvent malades dans la famille, comme ça, on payera plus de médecin. Lui aussi, au bout de 2 ans, il était traumatisé, il a abandonné, il a fait éco-gestion. Moi, au bout de 4 années et demie, parce que j'ai quand même ramé, j'ai foncé, j'ai dit, les parents m'ont confié la mission, je vais pas les trahir. J'ai essayé à fond, mais honnêtement,
Non, je m'ennuie à mourir. Ce que j'aimais, c'est le business. À la fin, ce que j'aimais vraiment, c'est le retour à la source. C'est la fabrication des choses, l'innovation. D'accord. Vous êtes fondateur de Tulip Industries. D'où est venue l'idée de création de Tulip Industries? Comment cette transition s'est effectuée d'un simple étudiant, de quelqu'un qui aimait apprendre au monde des affaires? Je vous dis honnêtement, la plupart des choses qu'on fait, moi, je n'étais pas très croyant ni pratiquant sur certaines choses. Je me disais, ouais, tout vient de l'homme. Mais je dirais que c'est Dieu. Je m'ennuyais. Le 30 juin 2014. Il pleuvait, je m'ennuyais, il y avait l'électricité, j'étais devant mon ordi. Je m'ennuyais à mourir. Ça faisait 1 an pile que j'étais rentré en Guinée. J'avais mon boulot, une société de transport de conteneurs ici, plein centre-ville de Conakry, et je m'ennuyais. Je me suis dit, un homme, de l'électricité, un laptop, Internet, je fais quoi? Et je me suis pris un selfie, et j'ai encore cette photo. Et je me suis dit, bon, et si je créais quelque chose qui me permettrait d'être riche, qui me permettrait d'impacter les gens, une chose nécessaire. Qu'est-ce que j'aime? C'était, et si j'apprenais à faire la 3D? Je pars sur Google, logiciel 3D, il me sort son logiciel. Google a un logiciel 3D, il s'appelle SketchUp. Aujourd'hui, il est payant, mais dans le passé, il n'était Il pas n'y avait payant. pas quelqu'un à côté à l'époque pour vous dire Personne que moi, seul, dans ma maison, à m'ennuyer. Ben, j'ai appris petit à petit, j'ai téléchargé Google SketchUp, j'ai appris à faire un ballon, un cube, un carré, une maison. Après, j'ai dit, attends, quand j'allais à Boston, à Harvard, je voyais des grosses bornes, comme des frigos, à l'aéroport. Et c'est là que tu venais, tu faisais ton billet, tu prenais, c'était facile. Tu ne parlais à personne, tu discrimines. J'ai dit, mais et si je répétais ces bornes-là? Parce qu'on vient de m'arnaquer à la mairie, là. Mais je les rends plus sexy, je les rends autonomes, même avec des coupures d'électricité, ça va survivre. Eh ben, c'est de là l'innovation est partie. Et entre le 30 juin, là, et fin septembre, juillet, août, septembre, en 3 mois, j'avais déjà 9 modèles de bornes. Tous les jours, je faisais que d'abord ça. la conception. Oui, la conception en 3D déjà. Tous les jours, je faisais que ça. Quand je quittais le boulot, c'était comme de la drogue pour moi. Ouais, De parce qu'à ce moment, rentrer, vous vous êtes dit manger. que vous avez trouvé la voie maintenant. En fait, lorsque ta voix s'ouvre, franchement, le diable même, il prend un stylo, il commence à prendre note, quoi. Le déclic est là. C'est au-delà de l'inspiration. Tu es accro. C'est comme de la drogue. Tu ne veux même pas dormir. Quand je dormais, je rêvais même mes plans. Quand je me réveillais le matin, au lieu d'aller me préparer pour aller au boulot, je dessinais un peu. J'arrivais au boulot en retard. Quand je partais au boulot, dès que j'avais 2 minutes de pause, j'avais mon laptop encore. Et tout le monde disait, grand, il bat Darogo. Le gars là est fou. Ton corps est en Guinée, ta tête est à Washington. Laisse tomber ça. Ici, il faut chercher l'argent. Il faut arrêter ça. Hein? Ça vous a parlé, ces petites remarques-là? En fait, ils m'ont aidé. Il y a des hommes qui ne s'activent que lorsqu'on les challenge. Et c'est comme ça. Malcolm X ne s'est activé que lorsqu'on lui a dit oui, le jeune est agressé, il est à la police en train de mourir, maintenant que de la gueule, tu vas faire quoi maintenant? Dans la rue, alors qu'il prêchait la bonne parole. Ben, c'est ce jour-là, il s'est levé. Il a dit, suivez-moi, ils sont pas. C'est ce jour, il a commencé à être un leader. Avant ça, c'était un blablateur. Ben, moi aussi, c'est pareil. C'est là vraiment que j'ai commencé. Lorsque les gens, j'ai dit d'accord. J'ai pas cherché à les défier, mais j'ai cherché à montrer que il y a les uns et il y a les autres. Et donc, Dieu m'a aidé à être les autres. Comment alors s'est passée la concrétisation? Parce que vous avez fait la conception, à chaque fois vous vous réveillez, vous avez de nouvelles idées, vous dessinez, vous étiez à l'époque seul. Comment s'est passée cette conception, de la conception à la réalisation, à la concrétisation? Qui vous a aidé? Est-ce qu'il y avait déjà à côté? Parce que c'était un domaine, forcément, vous n'étiez pas vraiment le spécialiste. Il a fallu sûrement que vous fassiez recours à d'autres personnes, bien sûr. 2014, la moitié de l'année, de juin 2014 jusqu'en 2015, conception 3D. Peaufiner mes dessins très bien. Mais quand je dis peaufiner, c'est pas au centimètre près, c'est au millimètre près. 2015, essayer encore de voir comment je pourrais passer de ces dessins à la réalité. Personne ne pourrait m'aider ici. 2016, j'ai dit maintenant je dois chercher quelqu'un. Mais si je cherche un vieux soudeur, il va me dribbler. Si je cherche un soudeur trop intellectuel, il va me dribbler. J'ai dit, j'aime chercher un jeune soudeur débutant qui est en Guinée ici, qui est entre lettré et illettré,
auquel je pourrais donner des ordres, il va simplement exécuter sans me contrarier. Parce qu'après tout, je suis le concepteur 3D de la chose. Donc, il doit suivre, c'est comme l'architecte et le réalisateur de la maison ou du bâtiment. C'est l'architecte qui guide, c'est pas l'autre qui parle. Je l'ai trouvé grâce au gardien de mes parents, lui aussi qui avait étudié à Gamal, qui m'a parlé d'un de ses amis soudeurs. Donc, de fil en aiguille, j'ai fini maintenant par trouver ce petit jeune qui était entre 4 tôles rouillées, à côté du cinéma Mimo, à Matoto, derrière le marché à piment. Je vous dis pas. Lorsqu'il pleut sur les piments, le gaz qui sort de là, c'est comme du gaz lacrymogène. Avec des petits insectes, à la fin, j'ai compris, c'est ce qu'on appelle la belle kougouri. Mais moi, je croyais que c'était des cafards. En fait, c'était une expérience terrible. Mais je venais toujours, je m'asseyais là-bas jusqu'à 22 heures. Au point que la gendarmerie qui était là-bas a remarqué mon véhicule, qui était un véhicule de luxe, toujours garé là-bas devant. C'était une anomalie qu'un véhicule de luxe soit là-bas. Donc, ils sont venus même enquêter, ils ont vu un tas de ferraille. J'ai dit, c'est une ampoule, c'est tout. C'est une ampoule pour le jardin. Ils sont repartis. On a conçu là-bas de 2016 jusqu'à 2017. Depuis 2017, maintenant, on me dit, il y a la semaine du numérique qui va se passer. Et là, on venait de finir la soudure. Maintenant, on me dit, c'est demain. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris un jour de congé. J'ai été voir ce monsieur, on a peaufiné tout. Le métal était déjà rouillé. On est parti là où on a rangé mon véhicule, à Taouya, Petit Lac. On les a demandé, il était 17 heures et quelques. Ils disent qu'ils rentrent chez eux. J'ai dit 250 000 francs par personne, vous quatre. Celui qui m'aide à peindre ça, jusqu'à 20 heures. Chacun d'eux a baissé son sac, s'est réhabillé en tenue de travail. On a fait ça. On a accroché sur un restant d'arbre d'un vieux mangui élagué, là. On a accroché là-bas comme sur un cintre. Et d'abord, ils ont travaillé le masticage, tout. Après, ils ont accroché, on a peint ça jusqu'à 23h minuit. Et à minuit, ça a séché un peu. On a pris ça soigneusement, on a mis à l'arrière de ma 4x4. J'ai conduit à la maison. Et de minuit jusqu'à 5h45, j'ai fait la première fois de ma vie une installation électronique pour la première fois, avec les couteaux de cuisine de madame, avec la colle scotch que j'ai à la maison, jusqu'à ce que ça ait marché. J'avais déjà quelques matières premières que j'avais importées et ça a marché. À la fin, j'ai mis 2 fils ensemble, boum, ça a donné. J'ai mis Wi-Fi, ça a donné. Et j'ai mis partage avec mon téléphone, ça a donné l'internet, il y avait volume, c'était magique. C'était E égale à MC. Il y avait des gens à côté? Il y avait personne malheureusement. Le soudeur qui était à côté de moi, lui, il était presque mort, les yeux ouverts, en train de dormir sur les carreaux de ma cuisine. Et nous, c'est pas dans le garage comme aux États-Unis, mais c'était dans ma cuisine, entre le frigo et l'évier. C'est là-bas, on a fait tout le montage, on a créé cette bande. La bande a pris vie. À 7 heures du matin, j'ai pris ma douche et directement, on a vite fait manger. 7h30, c'était dans le véhicule. 8h, on était à Gamal, on a présenté la bande. On a été 2e lauréat. Le premier lauréat, c'était un logiciel pour les femmes enceintes, pour les médicaments. Et nous, on était 2e lauréat. Et ensuite, le mouvement là, on nous a amenés au Rwanda. Et c'est là que ma tête a explosé. Lorsque les gens ont vu les photos, ont commenté. J'ai dit, allez, je reviens, je vais démissionner. Voilà, j'ai dit, je vais démissionner de mon très bon boulot et je vais faire ça. Tout le monde a dit, tu es fou. Moi, la chose n'était pas aussi ça. Mais vous avez pris vent du fait que c'était déjà votre voix et que ça pouvait porter plus tard. Il y a des choses, je dis encore, c'est Dieu, c'est le feeling. When you feel it, just do it. When you feel it. C'est comme une sorte de pressentiment ou le fait. Le marché n'existait pas. Je me suis dit, comme Steve Jobs l'a fait, il est rentré dans un marché qui n'existe pas, il a créé un besoin, et aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans nos téléphones, nos smartphones. Je dis, c'est la même chose. Il y a un besoin criard qui est là déjà en Guinée, la modernisation de l'administration. Partout où tu pars, tu te fais un peu arnaquer, surtout en ce temps-là, 2016, 2017, 2018. J'ai dit, on va mettre ces bornes partout. J'ai commencé à rêver plus grand que même la Guinée, à l'Afrique entière. Vous étiez prêt à l'époque à quitter votre job? Je suis parti voir la DRH. J'ai dit, Madame X, je m'ennuie à mourir. Je l'ai fait en anglais. I'm bored out of my fucking mind. Let me go. Elle m'a regardé comme si elle est là. Je peux même lui dire de témoigner. Elle était surprise. J'ai dit, je dois y aller. Ça me dépassait.
C'était un appel qui me dépassait. Il fallait que je fasse ça, ou bien j'allais mourir avec des regrets. Et donc, voilà, je l'ai fait. Entre le génie et le fou, la frontière est très mince. C'est comme une feuille de papier. La même chose vous faites, vous réussissez, on dit, oh, tel génie. La même chose vous faites dans un monde parallèle. Si vous ratez, on dira quoi? Ah, c'est un fou. Lui, côté papa, c'est comme ça, ils sont des fous, sont des ratés. Donc, que tu sois bien ou pas, les gens parleront. Mais toi, là, fais ce que toi, tu penses qui est bon. Vas-y, fais-le. N'aie pas peur. T'as peur de quoi? Vous avez cru, vous avez essayé, vous avez fait vos premiers essais, peut-être ça a échoué, vous avez fait avec ce que vous avez, et jusqu'à ce que vous quittiez votre travail parce que vous avez trouvé que vous avez eu quelque chose qui pouvait prendre plus tard. Aujourd'hui, que devient Tulip Industries? Tulip devient une entreprise qui est reconnue en Afrique. Tulip a 28 représentants dans 26 pays d'Afrique. Des représentations signées, des gens qui négocient avec le gouvernement pour l'implantation définitive de Tulip là-bas, des filiales. À ce jour, on est très très bien implanté dans certains pays tels que la Côte d'Ivoire qui a déjà commandé, le Sénégal qui sont sur des commandes massives, le Gabon aussi la même chose. Et récemment, on a acquis l'Angola et le Botswana encore. Mais c'est dans le silence, dans la tranquillité. Pas besoin de pub de ces choses-là. OK? Pas besoin de publicité, pas besoin de bruit, sans les tonneaux vides qui font trop de bruit. Nous préférons agir en silence en Afrique lorsque tout va maintenant. C'est comme planter des grains et vous attendez. Lorsque ça émerge, le peuple verra ce qu'on a fait. Est-ce que ces cibles-là, ils sont émerveillés de l'utilisation? Est-ce que ça va vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment contents de vos travaux? J'ai déjà vu un ministre de là où il était assis. Il s'est presque couché sur la table pour pointer ça. Il a dit ça là, c'est la mallette de l'électorat. Ça, c'est ça, il nous faut. De tout ce qu'on nous a présenté ici, c'est ça, il nous faut. C'est-à-dire, il a parlé avec une telle gravité que tout le monde s'est tué à côté. J'ai déjà eu une haute personnalité dans l'une des plus grandes villes d'un pays qui me dit carrément, tu es de l'opposition ou quoi? Tu veux pas nous vendre ou quoi? Qui m'a harcelé, poursuivi, au point de croire même que je refusais, que j'étais politiquement motivé. J'ai dit non, c'est simplement, je n'ai pas le temps. Mais je vais quand même le faire. Après, personnellement, je me suis rendu là-bas, j'ai livré, machin, tout. Oui, certains même croient que je refuse de les vendre. Vous ne vendez pas? Non, je les vends très bien. Mais nous avons des calendriers de livraison. Nous avons la tête en place sur les épaules. Lorsqu'on a une commande, il y a tout un processus jusqu'à la livraison. C'est pas tu commandes tout de suite, on livre cet après-midi. Non. C'est du matériel médical. C'est contrôlé. C'est homologué. Et ça traverse des processus, quoi. C'est-à-dire, on doit envoyer, il y a le dédouanement, il y a tout un procédé. C'est pas à la va-vite. Allez, donne ça, quelqu'un va allumer. Non. Il y a là où les données doivent aller parce que chaque pays respecte sa RGPD, la réglementation générale sur la protection des données. Donc là aussi, il faut se rassurer que la mallette sera liée à leur serveur là-bas. Vous comprenez? Il y a plusieurs étapes. C'est pas comme les petits pains. Ça se vend comme les petits pains, mais le déploiement, les données et tout, ça doit se faire selon certaines étapes pour respecter la loi de chacun des pays. Donc c'est pour ça que nous prenons un peu plus de temps. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, que fait Tulip Industries concrètement? On matérialise mes rêves, qui sont les rêves de la plupart des Africains. Digitaliser le monde africain afin qu'on puisse faire un bond quantique. C'est-à-dire qu'on puisse rattraper le soi-disant retard qu'on croit qu'on a ou que nous-mêmes nous croyons que nous avons. Voilà. Et donc, il y a plusieurs domaines. Il y a 4 domaines. L'éducation, e-education. Il y a e-santé aussi, avec les mallettes médicales. L'éducation, c'est avec les bornes, OK? Il y a e-santé avec les mallettes médicales. Il y a e-sécurité aussi avec des bornes biométriques qu'on place sur les frontières. Et puis, il y a du matériel de technologie agricole très avancé que nous avons. Ça a commencé par quoi? Par quel domaine? Ça a commencé d'abord par le domaine de l'éducation. Parce que j'entendais dans le passé, oui, une mallette, un étudiant. Regardez, je suis dans le business depuis un peu longtemps. Il y a des choses qui peuvent être faisables à l'étranger. Vous pouvez donner une tablette à un enfant, d'accord? Après, le professeur, à la fin des cours, récupère les tablettes, les range, ou bien tu amènes chez toi.
Personne ne va te cambrioler dehors pour une tablette. Mais en Guinée, pour avoir la tablette, c'est un montant. Ce montant-là, tu peux le prendre aussi pour acheter un laptop normal, pas une petite tablette qui vaut que 30 euros. Le prix était tellement exorbitant. En fait, pour moi, c'était, entre guillemets, avec tout le respect, c'était un faux projet. Je me suis dit, une borne peut servir plusieurs milliers d'étudiants dans l'année. Une borne est très lourde, elle est là. Elle n'est techniquement pas volable. Elle transmet les données, elle sécurise le tout. OK? Et là, c'est l'État, c'est le gouvernement qui met en place dans les universités ces bornes qui sont comme des bornes fontaines, des points de référence où tu prends tes renseignements, où les professeurs peuvent badger pour leur présence et tout. Donc, je me suis dit, ça va être utile, comme dans les aéroports à Boston, à Washington. Si vous voyagez dans le monde aujourd'hui, vous verrez dans tous les aéroports occidentaux, asiatiques, des bornes. Je me suis dit, je vais faire pareil pour les étudiants. Ensuite, j'ai vu que ça ne prenait pas. Personne ne s'intéressait. On dirait que la vie des étudiants, c'était simplement des slogans politiques à but électoral, c'est tout. J'ai dit, bon, je la transforme en borne médicale parce qu'il y a eu des morts dans ma famille. En 2018, mon beau-père, ma grand-mère, je me suis dit, il faut des bornes dans les hôpitaux pour avoir des diagnostics fiables, des examens fiables. Il faut poser de bons diagnostics. J'ai créé cette borne. Au bout d'un moment, on m'invite à Genève et là, j'ai raflé des médailles d'or comme pas possible. À l'international, ça m'a donné l'idée. Ensuite, en 2019, j'ai pensé maintenant à miniaturiser en mallette. Ça, c'était pour l'armée. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Covid est venue en même temps. Mais malheureusement, là encore, la politique a joué. Ils ont paralysé le déploiement de ces bornes, le déploiement des mallettes. J'ai dû aller à l'étranger chercher dans une institution internationale française, l'OIF, un soutien. Et j'ai été reçu même par la coordinatrice internationale, la patronne de l'OIF, Madame Catherine Cano, je crois, c'était une Québécoise, une Canadienne. À la conférence de Paris, elle m'a reçu en tête à tête, j'ai expliqué les problèmes et l'OIF a décidé de mettre en place un petit fonds et j'ai pu livrer, avec même Canal+ qui avait filmé, j'ai pu livrer ça à l'hôpital d'Anka avec professeur So et ça les a aidés. Mais malheureusement, il y avait trop de politiques, de personnes intermédiaires, que ça nuisait parce que leur gombo n'était pas là. C'est toujours ça qui se passe. Les gens protègent leur gombo, mais n'ont rien à foutre de la population, et c'est ce qui nous paralyse. Donc là, c'est la santé. Ensuite, l'agriculture. Alors ici, je reçois le vice-président de la Banque mondiale avec tout son groupe, les directeurs sectoriels Banque mondiale Afrique qui débarquent là. Un choc positif pour moi, incroyable. Tous les journalistes là, 2 ministres qui s'invitent sans même que je les invite. C'était incroyable. Ce jour-là, c'était officiellement l'inauguration de Tulip au niveau mondial. C'est ce que nous avons fait. Nous les avons reçus dans cette salle. Il y a même des vidéos. Tout s'est super bien passé. Mais eux, leur problématique, c'était dans l'agriculture. On a fait le cadrage de leurs problèmes. Moi, je m'y connaissais vraiment pas. Mais je les ai expliqué quel genre de technologie on pourrait inventer pour eux ou innover pour eux, peu importe. On les a expliqués. Ils m'ont cru. Et on est parti. Quelques mois après, ils ont débloqué la Banque mondiale pour le ministère de l'Agriculture, un projet pilote, et on l'a fait. Et on a livré dans 9 préfectures. Avant tout cela en Guinée, vous étiez d'abord banquier aux États-Unis et vous avez beaucoup travaillé là-bas avec un salaire parfois supérieur à 23 000 dollars. Et pourquoi vous avez décidé de quitter les États-Unis pour revenir dans un continent où, je vais dire, dans un pays où les moustiques tuent encore en masse? Les moustiques tuent aussi aux États-Unis. Mais en masse. Voilà. Bon, la petite anecdote, c'est que l'histoire des 23 000 dollars est simple. Le salaire de base, c'était 4 000 dollars. D'accord? Bon, après taxe, tu te retrouves à 3 000. Mais maintenant, lorsque tu donnais des prêts aux clients, comme les mortgages, pour les maisons, pour acheter les maisons, ou les prêts hypothèques, home line of credit, home loans, il y avait des commissions. Plus tu en faisais, plus tu te tapais. C'est là que tu peux, de 4 000, tu montes à 5 000, à 6 000, à 8 000, à 10 000. Le plus fort d'entre nous touchait 500 000 dollars le mois. Wow. Moi, je m'estimais même pauvre. 23 000, c'est que tu étais bas.
Mon collègue à côté de lui touchait 75 000 $ le mois. Un Asiatique, un Vietnamien, il tuait. Donc moi, à 22 000, 23 000, je me sentais, ouais, quoi, un peu lésé. Pour un Guinéen, c'est beaucoup. Mais pour moi, là-bas, je m'estimais pauvre par rapport aux autres banquiers qui tapaient plus. Mais ça, il faut avoir un peu duré dans la banque. Et là, j'avais fait qu'1 an et demi dans cette banque-là. Mais 2 ans comme ça, mais oui, on pouvait vraiment se taper des sommes colossales. Mais n'oubliez pas, à 22 000 $ ou 23 000, on vous enlève dans les 35 à 40% capital gain, c'est ça qu'on appelle, de taxes. Donc, il ne faut pas voir les montants, on n'avait pas tout. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est d'utiliser, par exemple, ces montants-là pour financer mes études. Donc, j'ai jamais été dans le gaspillage, quoi. Donc, je quitte les États-Unis, je rentre en Guinée. Pourquoi? Parce que mon cordon ombilical est enterré ici. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je suis guinéen. Bien sûr, j'ai un passeport étranger là-bas. D'accord, parce que j'étais marié là-bas, j'avais une vie de famille là-bas, un enfant là-bas, une maison achetée, une voiture achetée et tout. Donc, j'habitais comme un Américain vivant en Amérique, en payant toutes mes taxes. C'était bon là-bas. Ma Guinée est meilleure que ça. Vous ne pouvez jamais sentir, comprendre l'envie. Tout Guinéen à l'étranger a une envie folle, un jour, d'être enterré ici lorsqu'il mourra. Demandez-le. Il dit, oh, mon plus grand rêve, c'est d'être enterré à côté de mon grand-père, à côté de ma mère, à côté de mon père. Ben, on n'est pas un cimetière. Hein. Dans ce cas, tu viens, tu y travailles. C'est pas, tu meurs là-bas, on rapatrie le corps. Non, tu viens, tu y travailles et maintenant, tu mérites d'être enterré là. Et moi, j'ai été en mission. On m'a envoyé dès l'âge de 13 ans étudier en France. Ensuite, à l'âge de 25 ans, aller aux États-Unis, continuer les études. Peut-être avoir 1 an, 2 ans d'expérience et rentrer à la maison. C'était donc, ça moi, le plan. en Guinée, je suis rentré chez moi. On n'est pas diaspora. On est des Guinéens partis en formation comme Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Bon, pour les plus vieux, parce que Rambo, ils connaissent même plus ça. C'est ça, on part en mission et on revient. C'est pas la même migration que maintenant. Maintenant, ce sont des gens très souvent désespérés qui se disent « je m'en vais à vie là-bas ». Mais non, nous en notre temps, c'est « va étudier, reviens, sois la fierté de ta famille ». Voilà. Et quand vous avez, à l'époque, j'estime que c'était bon à vivre avec la famille aux États-Unis là-bas. Quand vous avez pris la décision de revenir, comment vos proches ont vu cette décision-là? Regardez. Le Guinéen, je ne sais pas si c'est 1958 qui a fait ça. Quand on en a marre, on dit on en a marre tout d'un coup. Quitter Paris, revenir en Guinée, déjà en 2001, c'est un coup de tête. J'ai dit j'en ai marre, le droit, ça m'emmerde, je rentre chez moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire quittant en Guinée? J'ai dit, bah, c'est chez moi, j'ai un manguier qui est là-bas. Bah, je rentre chez moi. Mais c'est ici, bah, je suis pas chez moi, là. Là, je suis dans un aquarium. Mon océan, c'est là-bas. OK? C'est là-bas, j'ai mes repères. Partout. Le manguier à gauche, le petit chien de quartier à droite, le petit chat errant à gauche. Et c'est comme ça. Je suis rentré. Les États-Unis, c'est pareil. Maison achetée. Dans ma propre maison, j'étais. Pas une location. Enfant. Né sous le mariage, marié. Mais j'ai dit au revoir. On rentre en Guinée. Madame n'a pas voulu. J'ai dit je rentre du coup. Prendras ta décision. L'appel de ma Guinée était plus fort que ma femme, que mon enfant, que tout. Je suis rentré. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a d'autres Guinéens aussi, ça a été pareil. L'appel du pays, je sais pas si on appelle ça l'appel du sang, mais c'est tellement fort que si tu le fais pas, tu es prêt à te suicider. Il fallait que je rentre. Peu importe, à tout risque. Malgré tout ce que tu as, je ne peux pas expliquer cela. Quand 23 ans après, j'ai dit merde, je rentre chez moi. Quand vous êtes revenu alors en Guinée, comment ça s'est passé? Quelles étaient vos premières impressions? Comment était la réalité en Guinée quand vous êtes venu? Regardez, quand tu quittes chez toi et tu reviens chez toi, tu ne peux être que content. Déjà, la nourriture, elle est un peu plus bio, elle est super savoureuse. Quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas froid à mourir, tu es tranquille. Tu entends le coq par là, une moto qui passe par là. De l'autre côté, tu n'entends rien le matin. Surtout quand tu habites dans une banlieue profonde, c'est un cimetière. OK? Dans la ville, c'est trop bruyant. Ici, pour moi, c'est la vie. Là-bas, pour moi, c'est trop mécanique. En 23 ans, ma tête, mon âme, mon esprit n'a jamais immigré. Mon âme était là.
Mon corps était là-bas. Là-bas, c'était une mission. Ici, je rentre. Quand je suis rentré, la douche froide, c'est à l'aéroport. Les membres de ma famille, top niveau, qui m'ont reçu, m'ont dit, t'as voulu rentrer? Maintenant, tu vas voir c'est quoi la Guinée. Monte dans la voiture. Tu vas comprendre. Comme tu es têtu, comme tu es borné, tu vas voir la Guinée va te martyriser gauche. Une semaine après, 10 jours après, je bossais pour l'une des plus grosses sociétés ici qui m'avait coopté directement. Avant de travailler pour la société en question, vous aviez dit que le vouloir à l'époque, quand vous étiez revenu, c'était de travailler dans le gouvernement pour servir le pays. Mais ça s'est pas bien passé. Pourquoi? Regardez, avant, lorsque vous rentrez en Guinée, dans les années 70, comme mon père l'a fait, il était boursier guinéen, parti en Allemagne, toute une génération avait été envoyée. Hein. Lorsqu'il est rentré directement, le gouvernement l'a récupéré. Il n'y avait même pas de secteur privé. Donc, moi aussi, je suis dans cet esprit que quand tu pars à l'étranger, moi, le gouvernement guinéen n'a jamais rien payé pour moi à l'étranger. C'est ma famille, mon père, ma mère qui ont tout payé de A à Z en France, aux États-Unis. Le début seulement. 2 premières années, après moi-même, j'ai travaillé, j'ai autofinancé. Donc, le gouvernement guinéen n'a pas ses sous dedans à moi, dans mon éducation. Mais quand même, j'ai décidé, en tant que nationaliste patriote, mon savoir là, qui est tout frais de là-bas, je veux le donner à la masse, pas à une société étrangère qui est là, qui nous exploite. Donc, j'ai voulu intégrer. Donc, j'ai tout fait. J'ai même vu l'ancien chef de cabinet à la présidence et tout. Je ne cherchais rien que 1,5 million par mois. Je me disais, si j'ai ça, ça va. Parce que moi, j'ai chez moi ici. Une maison m'attendait, j'ai déjà mes véhicules venus. Donc, pendant 6 mois, 1 an, j'avais des fonds à moi, hein, même dans mes comptes aux États-Unis. Donc, je me fichais peu de l'argent qu'on me donnait ici. L'idée en ce moment, c'était uniquement de servir le pays. C'est vraiment de servir le pays, de répandre ce que j'ai appris à Harvard, à l'université du Maryland, dans le système bancaire. J'avais encore... J'ai toujours toutes ces connaissances, mais je me suis dit, avec l'État, je pourrais. Je suis un idéaliste. Mais malheureusement, le même gars un jour dit à ma jeune sœur, ah, lui, ton frère, lui, on peut pas, hein, on peut même pas le payer. Alors que j'étais prêt à prendre 1,5 million, 150 euros, 150 $, moi qui touchais toutes ces sommes. Ça aurait été seulement symbolique pour moi, pour ne pas travailler bénévolement, c'est tout. Mais ils n'ont pas voulu. Et en même temps, là, ils étaient en train de coopter, eux, leurs cousins, leurs oncles, tantes, pour faire les 512, là, cadres après qui ont été des cadres qui ont pillé le pays, là. Voilà. Vous comprenez? Tu viens avec des diplômes de Harvard, diplômes de l'Université de Maryland, diplômé même aussi certifié au sein de ta banque, une dizaine d'années, toute cette expérience, on te dit non. Mais par contre, on va prendre une autre personne Quelqu'un qui a moins qui que a ça. 20 fois moins de diplômes que toi. Ou voire même qui n'a même pas de diplôme. On les place comme DAF dans tel ministère hydraulique, DAF, ministère de l'Agriculture, DAF, ministère de la Santé. Vous dites, d'accord, c'est pas ma chance. Mais tout ce que Dieu fait, c'est bon. Le fait de n'avoir pas été dedans, cela fait que je n'ai pas été dans cette corruption. Le fait d'avoir pas été dedans, j'étais obligé d'aller me vendre. J'appelle presque ça de la prostitution à une société internationale qui m'exploite, qui me paye des miettes. Je reste là-bas 4 ans, 4 années et demie. J'ai dit, allez, bye bye. OK, j'appelle des miettes. Pour moi, à une société étrangère, tu me payes ce qu'il faut me payer. Ouais, maintenant, elle ne me payait plus. Ça, là, c'était pas 1,500 que je demandais, c'est au moins 30 millions que je demandais ou 20 millions. La société peut pas faire ça. Je suis resté un peu. Mais après, au bout de 4 ans, j'ai quitté. À Tulip, au départ, c'était 1 million par mois. Pendant quelques années, 1 million par mois. Parce que, en tant qu'ancien banquier, je sais comment vivre sur presque rien. Je sais comment gérer cet argent-là, vivre sur rien. Mais lorsque les contrats sont venus, là, maintenant, on a pu s'épanouir. Si aujourd'hui, je devais vendre la société, on devait la valoriser, dire, c'est quoi la valeur de cette société de Tulip? C'est quoi la valeur future? Avec tous les contrats là, avec tous les contrats futurs, avec l'expansion africaine sur les 26 pays, c'est au moins 900 millions de $. 900 millions de dollars. Minimum. Minimum, la valorisation. Si ça, c'est pour ne pas dire, ça arrive au milliard, ça dépasse le milliard. J'ai vu des sociétés qui font moins de produits que Tulip, moins connus que Tulip, qui sont valorisés autour de 400 millions dès le départ. Et nous, là, on a de l'ancienneté depuis 2018-2019 avec des produits vendus à l'international, avec des contrats qui arrivent. Donc tout ça, la valeur, c'est comme votre voiture. Ou je prends une bouteille d'eau. Une petite bouteille d'eau vendue ici à Conakry, ça ne vaut rien.
Cette même bouteille au beau milieu du désert, là, pour les migrants là qui passent, si le migrant a un lingot d'or, il va lui donner contre l'eau. Ben, c'est pareil. C'est un trésor. Nous, ici, nous avons des brevets exclusifs qui nous réservent Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, une zone, un monopole exclusif sur 20 ans. On a plusieurs brevets. On est en train de déposer encore plusieurs. Donc, c'est un marché qui dépassera le milliard de dollars. Donc, la valorisation dépasse ça. Quand vous étiez revenu, le plan c'était le gouvernement, ça n'a pas marché et du coup vous êtes devenu salarié. Donc ça veut dire que l'entrepreneuriat n'était pas un plan de départ. Non, attention, quand tu arrives dans un milieu qui t'est maintenant étranger, ça fait 23 ans que tu n'es pas dedans, et en quittant la Guinée, je n'avais que 13 ans au départ, donc je n'étais pas dans le monde des affaires, il faut comprendre le pays. Donc le meilleur endroit pour comprendre stratégiquement, c'est les marchandises qui arrivent, ceux qui rentrent, ceux qui sortent et tout, comment l'économie fonctionne. Et cette entreprise-là, ça m'a beaucoup aidé. Parce que en tant que sales executive, vendeur, j'étais censé être avec les plus grands commerçants, les patrons des industries ici. Et pendant 4 années et demie, je dirais pas j'ai fait de l'espionnage, mais j'ai fait de l'observation très poussée. J'ai fait ce qu'on appelle business intelligence. Comprendre ce qui marche dans l'économie, les points faibles de l'économie. Et c'est là je dois taper. Ça vous a inspiré? Ça m'a permis, ça m'a ouvert des portes en tout cas où je pouvais aller accéder aux DG de ces usines de tôle, partout, des usines de bonbons, un peu partout. Je pouvais naviguer Vous avez surtout compris les besoins réels. Les besoins réels, exactement. J'ai compris, c'est pas dans le commerce. Les besoins réels, il y a des besoins qui sont là, les gens ne le savent même pas. C'est là qu'il faut taper. Et j'ai tapé la digitalisation de l'administration. Mais jusqu'à présent, beaucoup de récalcitrants au sein même de l'administration parce que la digitalisation, en fait, elle supprime, elle empêche toutes les vieilles pratiques. Ce sont des gens habitués à ces vieilles pratiques, des gens qui ne survivront pas à la digitalisation. Donc, lorsqu'ils la voient, ils la combattent. D'accord. Vous exercez dans le domaine de cette digitalisation-là. Est-ce que cette transition dans le contexte guinéen est facile de la forme classique, par exemple, comme la façon dont on est habitué à procéder ici, à cette digitalisation-là? Est-ce que vous sentez que les gens ont cette facilité à intégrer ça dans les habitudes, dans les activités quotidiennes? Le Guinéen est extrêmement intelligent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a beaucoup galéré pour être là. Depuis l'indépendance, le pays, le colon ne nous a pas fait de cadeau. OK? De punir. Donc, le Guinéen a dû user de ressources intellectuelles pour survivre ça. Quelqu'un qui est martyrisé tous les jours va toujours être plus intelligent que celui qui a vécu dans le confort. Ce martyr a fait que nous sommes devenus extrêmement intelligents. Mais cette intelligence, quelquefois, elle est mal utilisée. Elle est utilisée pour s'entretuer entre nous. Jusqu'aujourd'hui, si moi, une entreprise guinéenne, de cette entreprise Tuli, décide de soumissionner, malgré qu'il y ait récemment, depuis 2022, la loi sur le contenu local, je soumissionne. Une entreprise se lève de France, d'Allemagne, du Cameroun, soumissionne, c'est à cette entreprise-là on donnera. Ouais, clairement. Avec des tarifs quelquefois 5 à 10 fois supérieurs. Des gens qui exécuteront que le début, qui ne seront jamais là jusqu'à la fin. Les gens qui ne feront jamais du service après-vente s'il y a détérioration du matériel ou autre, parce qu'ils ont eu l'argent, ils sont partis, ils enrichissent leur économie. Nous qui embauchons ici, nous qui faisons le service après-vente, nous qui pouvons faire toute cette maintenance, parce qu'on est là dès qu'on nous appelle, l'ingénieur il va là-bas, il arrange le tout. Non. Alors c'est de la pure sorcellerie ça. Vous comprenez? C'est la réalité. Donc, oui, on est intelligent, mais malheureusement, on fait du self-sabotage. On se s'auto-sabote entre nous. Et j'ai déjà entendu une fois une administration ici, lorsque j'ai soumissionné, lorsque j'ai expliqué que j'ai un brevet d'innovation qui fait que s'ils veulent des bornes, ils doivent passer par Tulip d'abord parce qu'on a une exclusivité et il y a aussi une loi sur le contenu local. Donc, on ne peut pas amener des bornes d'ailleurs parce que, après tout, Tulip embauche des Guinéens ici. Vous savez ce qu'ils ont dit au haut lieu dans ce ministère? D'accord, il a le brevet de l'innovation, mais nous, on a le baccalauréat de contournement. Waouh! Réfléchissez sur ça, la sorcellerie de ça. Ben, c'est ce qui m'a poussé maintenant à plus aller chercher mon argent ailleurs dans d'autres pays. Parce que je me dis, il y a des nations. Une nation, c'est un groupe de personnes
qui viennent un peu de partout, qui décident de vivre ensemble, qui décident d'avoir les mêmes modèles, de progresser ensemble. Il y a des nations qui se veulent conscientes, il y a des nations qui se veulent inconscientes, ou bien veulent perdre leur conscience. Quelquefois, certaines personnes poussent la Guinée à être une nation qui perd sa conscience. Regardez les scandales qui se passent ici. Certains ministres qui se lèvent ici pour aller faire des affaires à l'étranger et délaissent Pendant qu'il y a des gens qui sont capables ici, de faire plus que voilà, ce qui provient exactement, ailleurs. délaissent nos savants ici pour aller prendre des pseudo-savants, quelquefois même des clochards qui sont de l'autre côté, qui ont du mal à régler leur loyer, les envoyer ici et les payer peut-être 200 millions par mois. Regardez-moi ça. Quelle sorcellerie! Alors, c'est du self-sabotage. Le premier ennemi, notre premier ennemi, c'est nos frères, c'est nous-mêmes. Donc, je ne tergiverse pas là-dessus. Ailleurs, l'herbe est plus verte, je vais ailleurs. Mais ma base est toujours là parce que mon cordon ombilical est basé là. Après tout, c'est ça le patriotisme. Ne jamais se décourager de son pays, de sa maison. Continuer à embaucher des Guinéens, continuer à fabriquer ici, continuer à exporter de l'autre côté pour enrichir son pays et enrichir l'autre pays aussi. Ok, donc ça veut dire que Tulip Industries exerce beaucoup plus au-delà des frontières nationales qu'en Guinée. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, c'est à l'étranger. Ça nous immunise contre les péripéties qui se passent par ici. Lorsque le pays décidera de regagner une conscience, de se retourner, regarder à l'intérieur, dire on veut vraiment se développer, on veut vraiment que le jeune Guinéen puisse avoir de l'emploi. Dans ce cas, on va regarder nos entreprises à l'interne qui vont faire notre travail très bien parce qu'on peut même les serrer le cou parce que ce sont des entreprises locales. Mais pourquoi cela? Normalement, Tulip Industries, qui est guinéen et surtout le produit d'un Guinéen, pourquoi Tulip Industries n'est pas aussi boosté et sur l'échelle nationale que d'abord sur l'échelle internationale? Vous, même dans votre famille, lorsque vous décidez de « Ah oui, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent pour faire une entreprise ?» Qu'est-ce qu'on dira? Les oncles diraient hey, « On te connaît, depuis que tu avais ton Pampers là, au départ, on te connaît, on sait que tu es ça, ça, ça. » Ils vont te minimiser. Mais par contre, le voisin, lui, va voir ce que tu veux, il va dire « Ah, mais c'est bien, nous, on en a besoin. » C'est comme ça. En fait, c'est la nature humaine. Celui qui est très proche de toi, tu vas le minimiser. Celui qui est loin de toi, que tu vas valoriser parce que pour toi, il est rare. La ressource qu'il apporte est rare. Donc, tu veux ça. Tu veux ce qui est éloigné. C'est toujours comme ça, la vie. Est-ce que ça vous fait mal, vous? Est-ce que dans la conception de départ, est-ce que c'était d'abord la Guinée que vous avez visée? Mais vous sentez après que les Guinéens ne sont pas aussi réceptifs à la chose? Regardez, au début, ça fait toujours mal. Hein. C'est un gourmand. On se dit la vérité. Mais ayant vécu 23 ans à l'étranger, lorsque le mal arrive, le goût arrive, je fais seulement... Ça passe. Move. Et puis je bouge ma route. Attention, nous on a survécu presque toutes les péripéties à l'étranger. Ça va ou ça casse? Si ça va, on est ensemble. Si ça casse, on se barre. On va accueillir notre argent ailleurs, mais on ne trahira jamais notre source, notre origine. Et on ramènera cet argent ici. On enrichira du coup les deux pays. Mais au départ, on aurait pu enrichir ce pays beaucoup plus davantage. Maintenant, on coupe en deux. Moitié ici, moitié de l'autre côté. Et c'est l'autre pays qui en bénéficie. Parce que eux, lorsqu'on livre là-bas, on les forme là-bas. Et la maintenance aussi, on commence à la faire là-bas. Et après, on va maintenant aussi les montrer comment faire certains montages. Petit à petit, eux aussi, ça va se fabriquer là. C'est ce que je vais faire dans un pays voisin, très bientôt. Nous allons ouvrir une usine, embaucher une centaine d'employés là-bas, faire tous les montages là-bas, et utiliser leur branding pour exporter à l'extérieur. Tulip Guinée ne servira que de bureau d'études et puis de conception 3D, puis de conception de prototypage, la première production, mais la multiplication, ça va être ailleurs. La faute à qui? On est là localement, on est en train d'embaucher, on investit ici et puis ils préfèrent regarder ailleurs. C'est sidérant. Écoutez. Ne jamais rester dans son malheur plus de 5 minutes. C'est la règle d'or. Plus de 5 minutes. Plus de 5 minutes. Là, avant 5 minutes, c'est la faute de l'autre. Après 5 minutes, c'est de ta faute maintenant. Move on. Donc, intégrer le gouvernement faisait partie du plan de départ. Est-ce que vous êtes toujours ouvert à travailler avec le gouvernement, à travailler dans le gouvernement d'ailleurs? Non. Pourquoi? Parce que c'est un choix personnel. Regardez. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai déjà déjeuné avec 2 présidents de la République, assis sur la même table,
avec des témoins là, plus d'une centaine d'invités. J'étais le seul. J'étais la seule personne assise entre deux présidents en exercice. Je peux dire que j'ai rencontré au total 3 présidents chefs d'État. J'ai rencontré des dizaines de ministres. J'ai rencontré des vice-présidents Banque mondiale, l'ancien, le nouveau. Je suis reçu à un rang de ministre d'État. Lorsque j'arrive dans certains pays, ce sont des protocoles d'État à la présidence qui vont me pêcher en dessous de l'avion. En VIP, m'amener, m'escorter dans la salle où les ministres sont pas, où les businessmen sont, mais où les ministres sont. Je vais troquer ça pour un poste éphémère de 2 ans où après, je me fais jeter. Aujourd'hui, ce que je fais a plus d'impact pour la nation qu'un poste de ministre. Lorsque vous êtes ministre, je vous dis la vérité. Vous ne nommez pas votre secrétaire général. Vous ne nommez pas votre chef de cabinet. Vous ne nommez presque personne autour. Du coup, chacun dit hey, « tu m'as pas nommé, je fais ce que je veux ». Donc, c'est un combat permanent entre le ministre et et son administration à l'interne. Il n'arrive à rien faire. Au temps de Lansana Conté, le ministre avait plus de pouvoir parce qu'il désignait, donc il avait une autorité. Aujourd'hui, chacun se dit « merde, tu m'as pas mis là ». Donc, c'est très dangereux parce qu'une fois là-bas, je ne pourrai pas travailler au maximum. Mais par contre, là, ce que je peux faire, parce que c'est mon pays, je ne perds jamais le nord sur mon pays, sur les objectifs. Il faut que mon pays se développe. Il faut qu'il gagne la course à la compétition par rapport aux autres pays. Je peux leur donner des conseils, des stratégies, que s'ils appliquent, ils réussiront immédiatement. Parce que cela découle de plus de 30 ans d'expérience. OK? Donc, oui, je peux conseiller. Oui, je peux leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Après, eux, ils agissent, ça réussit. Mais aller devenir dans le gouvernement, que ce soit dans ce pays ou dans un autre pays, non. Parce que tu es vidé de ta substance avant même d'être nommé. Du coup, tu peux pas. Donc, c'est pour ça. C'est pas une question de snobisme. C'est une question d'efficacité. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus efficace. Je me lève, je travaille dans le domaine de la sécurité avec leur département qui s'occupe de ça. Je me lève, je travaille avec le ministère de la Santé si je veux. Si je veux pas aussi, je suis tranquille. Je me lève, je vais au coin de ma rue, j'achète mon pain. Avec ma fille sur mes épaules, personne ne m'embête. J'ai pas besoin de garde du corps. Mais ce que je fais est plus impactant que ce que eux y font. Et chez moi, il n'y a pas de corruption. Si le choix était à refaire, par exemple, au moment où vous étiez en train de revenir en Guinée, le choix était à refaire entre Tulip Industries et le gouvernement, vous auriez choisi quoi? Tulip Industries. Parce que j'ai vu quand même l'impact, le respect qu'on m'accorde lorsque je voyage dans d'autres pays. Croyez-moi, il y a des pays où la façon même de me recevoir, j'ai retenu les larmes. J'ai retenu les larmes. C'était immense. Vous avez été aussi reçu comme ça en Guinée? Par une autorité, par les gens, par une entité? Savez-vous qu'en Guinée, on ne m'a jamais reçu à la section VIP? Avant? On me reçoit. Même après avoir été décoré à Londres, au House of Commons, au Parlement de Londres. Quand je suis arrivé, on m'a dit hey, « monsieur, c'est par ici », vulgairement. Lorsque je suis revenu de Genève bardé de médailles, savez-vous qu'on m'a pas reçu la partie VIP pour que je sorte rapidement? On m'a dit hey, « monsieur, c'est par là-bas ». Vous comprenez? Chez toi, tu n'es jamais prophète. Je suis désolé. Je l'accepte et je vis avec ça. C'est pas un problème. Parce que dans les autres pays, lorsque je suis reçu, c'est en dessous de l'avion avec une limousine Mercedes qui m'attend, ou bien des protocoles d'État, ou bien quelquefois des chefs de cabinet qui viennent me recevoir. C'est incroyable. Donc, ça me plaît beaucoup de voyager maintenant parce que je sais de l'autre côté, je suis reçu un... Et eux, ils sont beaucoup plus au courant des technologies que j'ai et de leurs impacts qu'ici. Ici, un jour, un recteur d'université, d'une très grande université, je peux même dire de la plus grande université ici, sans dire le nom, il m'appelle et me crie presque là-dessus. Oui, monsieur Keïta, vous allez bien? Oui, mais okay, envoyez-moi quelques infos quand même de ce que vous faites. Parce que je suis parti à un colloque là, il y a pas longtemps au Nigeria. Beaucoup de personnes parlaient de vous, les gens parlaient de vous, et on me posait maintenant la question en tant que Guinéen. Oui, c'est comme... Et je ne pouvais rien leur dire. Ils étaient plus au courant que moi de ce que vous... Pardon, envoyez-moi. Comme ça, la prochaine fois, je parais moins ridicule. J'ai dit, il n'y a pas de problème, monsieur. Êtes-vous sur WhatsApp? Il a dit oui. Je lui ai envoyé la documentation.
Vous voyez la honte là? Tu pars dans un pays étranger. Les autres te parlent plus, te décrivent plus de ce que ton compatriote fait. Et toi, tu es là, tu t'intéresses pas. Alors que ça sort sur le même Canal+. Toi, tu faisais quoi? Tu draguais les filles dans le quartier? Tu étais dans un maquis? Tu étais où? Les autres, eux, ils suivaient. Mais toi, tu étais où? C'est là que je dis. C'est de l'indifférence ou bien de la méchanceté? Il faut être une nation consciente. Il faut accepter de ramener la conscience de notre nation était très consciente avant. Elle a perdu cette conscience avec le capitalisme sauvage et la corruption. Il faut qu'elle regagne cette conscience qu'on avait avant. Sinon, on se fera dépasser par tous les pays aux alentours. Et nos populations iront travailler là-bas en tant que domestiques ou iront ailleurs. On sera vidé de notre substance. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Est-ce que votre femme a une influence, votre épouse a une influence sur tout ce que vous faites dans l'entrepreneuriat? Énorme. Je l'appelle maman tulipe. Énorme. Lorsqu'on dit la nuit porte conseil, qui est à côté de vous la nuit dans le lit? C'est votre femme. Normalement, c'est votre femme ou votre monsieur. Donc oui, elle me porte conseil. Oui, elle m'attrape par la ceinture pour me retenir de faire certaines choses parce que j'ai le sang chaud. Je suis né à Conakry après tout. Quand ça va pas, on va pour la casse. Et je viens des États-Unis. Quand ça va pas, we go, we hit it. Elle me retient. C'est elle m'a retenu. Elle et la famille. Sinon, j'aurais fait beaucoup de dégâts. Parce que tu me tapes, je te tape. Mais elle me retiendra toujours parce qu'elle est beaucoup plus calme. Imaginez que vous étiez célibataire. Que serait devenu le Moutaga, fondateur de Tulip Industries aujourd'hui, sans son épouse? Je serais toujours devenu le PDG de Tulip, peut-être beaucoup même plus riche. Plus riche? Tout. Bah oui. Écoutez, j'ai commencé ça, j'étais célibataire. J'étais chez moi. Je me suis marié qu'en 2016, en 2014 et 2016. D'ailleurs, même, je l'ai dragué en lui montrant mes schémas, mes 3D. Et voilà, je l'ai dragué Et votre femme qui était de l'autre côté? Pardon? Et votre femme qui était aux États-Unis? Non, mais elle a décidé de divorcer. Au bout de 3 ans, elle ne voulait plus rentrer. Elle a décidé de divorcer. Donc, lorsque j'étais en Guinée, j'étais vraiment de fait séparé. Donc, j'étais célibataire ici. Donc, lorsqu'elle a décidé... Oui, là, quand même, ça m'a affecté. Lorsqu'elle a décidé, elle est partie, elle a fait le divorce en cachette, elle a parlé du faux là-bas, et puis elle a eu ce qu'elle voulait là-bas. J'en ai pris acte. C'est à travers même Internet que j'ai su ça. 9 mois après, je me suis marié. Et en Guinée, un homme célibataire ça ne chôme pas. Ça ne chôme pas. Donc, j'ai décidé de me remarier, de refaire ma vie. Et puis, mais j'ai toujours un grand contact avec ma famille là-bas, mon fils. Et puis voilà, on maintient contact chaque week-end. D'accord. Est-ce que vous croyez au développement de notre pays, la Guinée? La Guinée se développera. Elle se développe déjà à son rythme. On n'a pas à envier qui que ce soit. On est qui nous sommes. Voilà, ok? On est Guinéens, on est d'ici. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que notre nation, les groupuscules, les anciens empires qu'on a divisés, qu'on a mis ensemble, Soussou, Peul, Malinké, Guérzé, qu'on a mis ensemble par la force. Maintenant, on est devenus Guinéens. Par la force aussi, ok? Mais maintenant, c'est par la volonté. Si on reste guinéen, on peut décider de ne plus être guinéen, d'aller prendre une autre nationalité ailleurs. Mais j'aimerais que nous qui sommes là, qui avons décidé de rester guinéens, de regagner cette conscience encore. Parce qu'on devient de plus en plus une nation inconsciente. Tout le monde ne pense qu'à l'argent. Tout le monde s'en fout de tout le monde. Ça, c'est la conséquence du capitalisme. Tu pars dans un hôpital, même rénové, même un hôpital qui allait, tu vois un service tellement lamentable que c'est ce que les Occidentaux appellent le tiers-monde, un mot péjoratif. Très classique. On pourrait avoir tous les immeubles en Guinée, des ascenseurs, même le métro, le tramway. Mais si on ne modernise pas ce qu'il y a dedans, là, notre conscience, là, on sera toujours des bananiers. Et c'est ça le problème. J'aime bien quelquefois écouter professeur Bano, ce qu'il dit. Je ne l'ai pas côtoyé dans le passé, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que c'est un professeur en sociologie déjà. Il faut renforcer, il faut éduquer les gens
au niveau de ce qui se passe en Guinée, au niveau sociologique. Tout le monde a fui le monde rural pour s'agglutiner ici. Vous partez dans certaines régions comme en Moyenne-Guinée, il n'y a plus personne, que des vieilles personnes ou des enfants. Tout le monde est parti. La terre, tu jettes une mangue, elle pousse. On devient une nation de plus en plus inconsciente. Okay? Certains qui nous gouvernent préfèrent acheter 80 villas, comme ce qu'on avait découvert là. Je ne sais pas si c'est 75 villas construites vers Fria, au lieu d'investir dans 1, 2, 3 hôpitaux modernes, ou bien 3, 4 comme l'école Barry Diawa, de multiplier ça très vite. Ils préfèrent acheter des 4x4 qui coûtent 2, 3 milliards. Donc moi, je dirais toujours la vérité. Nous sommes une nation qui essaye d'être inconsciente. Et c'est là mon cri de cœur. Pardon, n'allons pas dans cette direction-là. On appelle ça les failed states. C'est comme la Somalie, c'est comme certains pays qui n'arrivent plus à se gouverner. Le Soudan, ça n'arrive plus à se gouverner. Même si on n'est pas en état de guerre, mais si la mentalité devient de plus en plus inconsciente, c'est ingouvernable. Aucun président ne pourra gouverner. Aucun ministre ne pourra gérer son département. Je vous assure que si on est inconscient, le boulot sera difficile pour tout le monde. C'est ça qu'il faut changer. Et tout commence par le sommet. Ensuite, ceux qui sont là, lutter absolument contre la corruption. Si on ne fait pas ça, on est foutu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est gangréné. Je le dis parce qu'il faut que je le dise. C'est ça qui tue le pays. OK? On peut presque tout faire ici, moins cher, 10 à 20 fois moins cher, si le contenu local, selon la loi qui a été votée par le CNT, si ce contenu local est respecté, je vous jure, la Guinée se développe. Mais si ce contenu local n'est toujours pas respecté, c'est bafoué par certains ministres de département, par certains directeurs de département, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Et c'est la vérité. On aura beau tenter, on ne s'en sortira pas. Je vous lance ce pari-là. Soit on est conscient, le pays se développe. Soit on décide d'être inconscient, le pays c'est chacun pour soi, divisé, que chacun prenne sa part. Certains même disent ça sur les réseaux sociaux. Carrément. Partageons, que chacun prenne sa part, il se barre. Partageons le ça, paradis. c'est une nation inconsciente. Ça, c'est le Soudan, ça, c'est la Somalie. Et on n'est pas immunisé comme ça. Il faut faire très attention. Un pays aussi normal que le nôtre, parce que j'estime qu'il est normal là, seulement il va un peu à la dérive, peut éclater en mille. Le danger, c'est là. Donc il faut faire très attention. Regagnons la conscience très vite et cela commence au sommet. Ensuite. Et là, le pays se développe. Et là, le Guinéen, c'est un bosseur. Il peut développer ce pays-là. Est-ce qu'avec l'allure là, est-ce que cette reprise de conscience est possible? Absolument possible. On appelle ça la plasticité du cerveau. Si vous décidez aujourd'hui d'être le plus grand pianiste du monde, même si vous ne l'êtes pas, vous serez un super top pianiste. Si vous décidez d'être athlète aujourd'hui, on vous retrouvera aux Jeux Olympiques. Si vous décidez d'être mendiant, vous serez le meilleur mendiant aussi. Si vous décidez d'être agricole, vous le serez. Le cerveau, c'est ce que tu lui donnes. C'est comment tu le nourris. Il est là, il te dit, dis-moi tes commandes. Tu lui dis les commandes et tu fonces dedans et il s'adapte. Le cerveau est plastique, il prend toutes les formes possibles, il est étirable. Voilà. Est-ce que c'est possible d'être un entrepreneur sans avoir besoin de collaborer forcément avec le gouvernement, avec un régime en place? Parce qu'on a l'impression que la plupart des grands entrepreneurs en Guinée, ils sont tout le temps collés à chaque régime qui vient. Quand ils ont des actions à faire, quand ils ont des campagnes à faire, ils sont tout le temps avec eux. Est-ce que c'est dispensable en tant qu'entrepreneur? Là, c'est une question quand même un peu complexe qui mérite bonne réflexion, d'accord? Il n'y a pas une formule secrète, une formule absolue. Pour un tout petit entrepreneur qui est dans son quartier, il peut s'en passer. Il n'a pas besoin de l'État. Mais pour un entrepreneur qui fabrique des choses ou qui envoie des choses pour servir la masse, il faut l'État. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande au niveau citoyen. Si moi, je fabrique des bus, des avions, je ne vais pas aller voir Fanta Souma, je ne vais pas aller voir Mariam Abba, je ne vais pas aller voir Mokhtar Konté pour acheter les bus. C'est l'État que je vais appeler, je dis l'État. Est-ce que je peux vous fournir 100 bus pour que vous les éparpillez? C'est là le truc. Ça dépend de l'audience que tu as. Donc un petit entrepreneur, une PME peut quelquefois solliciter l'État. Si c'est quelqu'un qui fabrique des pavés, bien sûr, les citoyens peuvent acheter pour mettre devant leur cou, mais c'est mieux
Si l'État lui donne un gros contrat, il est local. Il embauche local. Le sable, il le prend localement. Même le ciment est fait par des usines ici. Il crée de la richesse. Là, donnez-lui. Mais on préfère aller prendre quelqu'un en Occident, l'amener, la personne fait devant toi. Insulte et complexe d'infériorité, j'appelle. D'accord. Et si l'aide en soi est conditionnée, la collaboration est conditionnée, lorsque l'entrepreneur tend la main à l'État, au gouvernement, et si le partenariat il est conditionné par le gouvernement, que fait alors l'entrepreneur? Il décline ou bien... Ça dépend, ça dépend. Même aux États-Unis, parce que mon premier master, c'est master en sciences sur la logistique et les contrats. Donc, j'ai fait des contrats privés et des contrats publics. Même aux États-Unis, il y a des critères à respecter. OK? Ici aussi, le code des contrats publics, ça existe. Il y a des critères que tu dois respecter. Tu dois suivre tout ça pour que la passation de marché se fasse très bien. Là, oui, tu dois suivre les règles. Si tu ne suis pas les règles, c'est pas bon. Maintenant, si tu décides d'aller vers le gombo ou autre chose, sache que même si ça marche aujourd'hui, au prochain gouvernement, tu peux te faire épingler. Et donc, à long terme, ça n'en vaut pas la peine. Donc, vaut mieux, comme on dit aux États-Unis, fly clean and straight. C'est des vols propres et droits. Si tu vas de côté, c'est toi et tes risques. Vous êtes banquier et vous donnez souvent des conseils pour les gens qui investissent. Voilà, quand c'est lié à l'argent, vous pouvez donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez des paris sportifs? À bannir totalement de notre pays. Notre pays, nous devons travailler. Jeu de hasard, c'est prendre ton argent, au lieu de payer des impôts, tu jettes. Vous croyez que les gens qui gagnent, là, si vous prenez la somme totale, cela ne représente que 0,00001% des gains. 99,99% ça peut même aller sur 1 kilomètre. Tellement le 99% là, ça s'allonge. Ça va ailleurs. Mais il y a des gens qui font leur vie à travers ça. Il faut interdire cela. Tout ce qui est stérile. Il faut interdire cela. C'est pas de la production de richesse pour le pays. Écoutez-moi bien. Les paris sportifs, surtout ceux liés au quintet ou bien autre chose qui se trouve en Europe, une partie de l'argent déménage là-bas. C'est appauvrir le pays. Pour moi, la vraie valeur, lorsqu'elle est créée, c'est celle-ci qui doit enrichir les gens. La création matérielle, l'industrialisation du pays. Même le commerce, pour moi, limite. C'est-à-dire le commerce intérieur avec des choses fabriquées à l'intérieur. Attention, la Chine aujourd'hui a pris le dessus sur la planète parce que la Chine, c'est l'usine du monde. L'Afrique, la Guinée doit être une usine. Dans les années au temps socialiste communiste, on avait plus de 200 usines. Ici à Symphonia, il y avait l'usine de meubles. Tous les meubles dans ces ministères étaient fabriqués ici. À Symphonia. Tables, chaises ou autres, le tout était fabriqué ici. Aujourd'hui, on importe. Tout vient de l'autre côté. C'est de la vraie sorcellerie. Nos allumettes étaient fabriquées ici. J'ai vécu à cette époque. Je sais ce qu'il y avait même sur la boîte d'allumettes. Nos jus, Salguidia, c'était produit ici. Nos boîtes de tomates ici. Les parfums étaient produits ici. Les thés de Masanta, je me rappelle, c'était un thé très fort. Moi, je n'aimais pas beaucoup le goût. C'était produit ici. C'était extraordinaire. Il faut qu'on produise localement et que le commerce soit basé sur cette production industrielle locale. J'ai l'impression que vous aimez plus le socialisme que le capitalisme. Absolument pas, mon frère. J'étais dans le communisme, le socialisme. J'ai vécu dedans au moins 8 ans de ma vie, de ma naissance jusqu'à l'âge de 8 ans. Le capitalisme, c'est ce qui fait avancer l'être humain. J'étais très, moi, Fidel Castro, Che Guevara. Dans l'esprit, j'étais comme ça. Après, j'ai goûté à l'Amérique. Et j'ai compris. Il ne faut jamais prendre les choses à l'extrême. Le socialisme et le communisme ne peuvent plus exister. Mais le socialisme et le communisme apprennent aux gens à être disciplinés, à œuvrer pour la masse. Maintenant, le capitalisme, ça c'est l'essence même. Ça permet de créer de la richesse. Donc, ce qui est bien, c'est un système à nous-mêmes, une combinaison. C'est ce que la Chine a fait. Vous prenez une combinaison. La Chine, la structure étatique est très rigide, communiste. L'extérieur,
c'est capitaliste. Aujourd'hui, ils ont explosé. Donc, il faut savoir faire des combinaisons comme l'huile et le vinaigre. Il faut savoir bien combiner pour pouvoir obtenir un bon produit. Une solution absolue n'existe nulle part. OK? Est-ce que le capitalisme ne sème pas la culture de l'égoïsme, la culture du profit, peu importe la manière par laquelle on passe pour l'avoir? Est-ce que ça ne sème pas l'individualisme? Chacun veut la chose que pour soi. Ça fait que le matin, tout le monde ne fait que sortir. On passe par toutes les manières possibles pour avoir le gain. Un ancien communiste reconverti au capitalisme, c'est-à-dire moi, maintenant on va te dire les deux. Je veux pour moi d'abord. C'est quand je me renforce. Dans l'avion, qu'est-ce qu'on dit? En cas de dépressurisation, mettez d'abord votre masque avant d'aider l'autre à côté. N'est-ce pas? Toute personne montée dans un avion, c'est ça. Qu'on te conseille d'abord de mettre ton masque à oxygène avant d'aider les autres à côté. Le capitalisme est pareil. Aide-toi d'abord quand tu en as assez. Maintenant, tu aides les autres. Maintenant, le problème des gens, c'est qu'ils n'en ont jamais assez. C'est comme un virus, ils n'en ont jamais assez. Est-ce que ce n'est pas mieux alors que la masse se regroupe, décide ensemble de travailler, que la masse décide de travailler pour la masse? Non. La collectivisation, c'est la pire chose au monde. Elle n'a pas marché. La collectivisation, là, elle n'a pas marché en Union soviétique dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, ils étaient plutôt en faillite. Non, ça n'a pas marché. L'être humain ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes conscient du fait que le monde va mal? Le monde va mal à cause du capitalisme sauvage. Vous avez De Beers pour les diamants, vous avez BlackRock, et puis vous avez Vanguard de l'autre côté, qui ont presque 100% de toutes les richesses de la planète. Toute banque, tout ce que vous voyez, toutes les usines remontent, ça remonte à la fin. C'est les deux, c'est les trois là. C'est là le problème peut-être. Mais moi, mon niveau là, j'ai envie de très bien m'enrichir, parce qu'avec l'enrichissement là, j'agrandis mon usine. En agrandissant l'usine, j'embauche du monde. Donc, je crée de la richesse. Et moi, je crois que c'est ce qui est important. La création de richesses. Ne pensez pas à l'argent. Pensez que quelqu'un qui s'enrichit, qui crée une usine, crée beaucoup d'emplois. Et c'est comme ça on distribue aussi la richesse. C'est pas en donnant aux autres. Non, 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 non. Quand tu embauches, plus tu crées de la valeur, plus tu crées de l'emploi. Moi, j'ai l'impression que le capitalisme ne pourra pas faire l'affaire de l'Afrique en général, parce que le capitalisme, c'est l'exploitation d'une majorité par une minorité. Depuis le début, juste maintenant, là, il n'y a qu'une minorité qui s'enrichit. Les gens qui font des initiatives, qui mettent leurs entreprises en place, c'est toujours une petite minorité qui est là à gagner, à bien manger, pendant que la minorité est en train de souffrir. Quand tu sors dehors, les gens qui souffrent sont plus nombreux que les gens qui disent ça va. Je vais vous donner une réponse d'économiste, mais une réponse dure à comprendre. Je ne l'accepte pas forcément, mais c'est la règle des choses. Il y a des gens qui ont pensé à ça. John Locke, Milton Friedman, John Maynard Keynes. Il y a déjà eu des penseurs là-dessus, on n'a pas besoin de repenser là-dessus. Tout ça, c'est dans les livres d'économie. Ça, c'est le b.a.-ba quand tu commences l'économie, tu lis ces livres-là. La pauvreté est utile pour créer de la richesse. Mansa Musa est le premier à avoir perturbé l'économie mondiale. Les gens qui le disent, c'est pas parce qu'ils sont blancs qu'ils le disent, peut-être parce que c'est propre à eux là-bas. Je vous donne un exemple. Nous avons aidé l'Occident à se civiliser à 2 reprises. Autant des Égyptiens et autant des morts aussi. Des morts qui étaient en Espagne, de la science, les maths et tout ça. D'accord? Donc je n'ai aucun complexe là-dessus. Je parle seulement de gens qui ont raconté et je m'y retrouve dedans. Je vous explique très simplement. La pauvreté aide à créer de la valeur. C'est quand il y a un pauvre que quelqu'un va essayer de regarder c'est quoi les problèmes et en solutionnant, maintenant il gagne de l'argent, il crée de la richesse. Quand il crée de la richesse, maintenant il embauche des gens aussi. C'est un circuit. Je suis obligé de dire ça aussi. Le soleil là et l'eau, lorsque ça tape la terre, les herbes poussent. Les herbivores mangent. Et Dieu les a aidés à créer des muscles. Et maintenant, nous, les carnivores, les mangent. C'est comme ça, c'est une chaîne alimentaire. Le riche mange sur le pauvre. Le riche aussi, après, est mangé par les politiciens. C'est une chaîne alimentaire où vous ne pourrez rien. Vous ne pourrez jamais mettre le lion au niveau végétarien. Il ne sera jamais végétarien. Bon, entre guillemets, la plupart des chiens guinéens et les chats sont végétariens. Ils mangent le riz.
Ok, ça c'est la petite parenthèse. Mais le lion ne sera jamais. Il y a une chaîne alimentaire. Au niveau économie aussi, c'est pareil. Quand il y a des pauvres, certains vont être aigris, ils vont dire, moi je vais me développer, moi j'ai compris ce dont les pauvres ont besoin, moi je vais créer ça. À partir de là, il crée de la richesse. À partir de là, il prend quelques pauvres, il embauche les pauvres là aussi, qui sont embauchés, créent de la richesse, eux aussi. Après, ils développent leur entreprise. Vous comprenez? C'est une chaîne alimentaire. Si tu la casses, tu vas créer une misère énorme. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des garde-fous de gauche et à droite pour ne pas que trop de Des communisme, remparts. socialisme, c'est pas bon. Trop de capitalisme, c'est pas bon. Il faut tout le temps jongler un peu au milieu, essayer d'être au milieu. Mais il y aura toujours une pyramide et une chaîne alimentaire. Priez toujours Dieu. Travaillez, étudiez, faites tout pour ne pas être en bas de la pyramide. Parce que si vous êtes en bas d'une pyramide, vous supportez toute la charge d'en haut. Est-ce que vous avez pensé à la postérité de Tulip Industries? Si par exemple, ça va arriver forcément de toutes les façons, si Monsieur Moutaga meurt aujourd'hui, que va devenir Tulip Industries? Est-ce que vous en avez pensé? C'est très simple. Mon fils de 9 ans déjà sait dessiner au-delà de moi. Je l'ai appris à faire les dessins 3D. J'ai une très bonne comptable. J'ai une DAF. J'ai des ingénieurs qui sont là. J'ai des consultants aussi qui sont là. Ça roulera sans moi. Très, très bien. Est-ce qu'on pourra avoir un autre Moutaga dans Tulip Industries sans le Moutaga fondateur? En fait, moi, Tulip, c'est la matérialisation de mes rêves. Donc, la prochaine personne qui sera là essaiera aussi de matérialiser ses rêves. C'est pour ça mon but aujourd'hui, moi, c'est pas de vraiment former techniquement. Non, parce que j'embauche des gens qui sont déjà formés techniquement. Mais c'est de les insuffler le rêve. Comment rêver grand? Comment voir grand? Comment voir au-delà de ce que personne ne regarde? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Apprendre aux gens à rêver. Après à passer du rêve à la réalité. Si tu te mets, parce que tout notre environnement, même dans nos familles, te disent arrête de rêver. Arrête de rêver. Vis la réalité. Non, refusez ça. Vivez dans le rêve et ensuite vivez dans la réalité. Mais si vous ne vivez que dans la réalité, c'est comme manger du riz sans sel, une mangue sans sucre. Ça n'a pas d'importance. Et rêvez, réveillez-vous, réalisez le rêve. C'est là le plaisir. C'est le parcours qui est doux. C'est pas l'arrivée. Une fois que vous avez atteint ces 10, 20, 100 millions de dollars, 1 milliard de dollars, vous croyez que vous avez le même plaisir? Non, je vous jure que vous ne serez pas plus heureux que quand vous aviez 100 dollars. Allez demander à Elon Musk aujourd'hui. Il va te dire, j'ai plus de problèmes. Je suis moins heureux aujourd'hui qu'avant. Demandez à n'importe quel multimilliardaire aujourd'hui. Es-tu plus heureux dans ton cœur aujourd'hui que quand tu avais l'âge de 15 ans, tu vivais avec papa, maman? Ils diront c'est quand ils avaient 15 ans qu'ils étaient plus heureux. Est-ce que c'est pour ça que certains disent que l'argent ne fait pas le bonheur? Dans ce sens-là. L'argent nécessairement ne fait pas le bonheur, mais wallah, l'argent y contribue vraiment. Parce que lorsque vous avez l'argent, vous pouvez régler quasiment, je dis quasiment seulement, tous vos problèmes. Mais il y a plus important que l'argent. Il y a plus important que la santé. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est le temps. Le temps, c'est Dieu. On devait même appeler Dieu le temps. C'est quand vous gagnez de l'argent que vous comprenez que le temps, c'est votre meilleur ami, c'est votre pire ennemi. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas payer. La santé, vous pouvez la payer. Vous êtes malade, prenez votre avion, partez quelque part, vous soignez. Vous avez l'argent, vous avez besoin d'un passeport qui fait voyager à l'international. Si le vôtre ne fait pas, allez à Sainte-Lucie, allez en Angleterre pour 900 000 pounds. Vous investissez là-bas, on vous donne le passeport britannique. Même aux États-Unis, vous mettez l'argent, on vous donne le passeport américain. Bon, après le procédé de 5 ans, bien sûr. Comprenez? Mais le temps ne se négocie pas. Une fois que vous l'avez consommé, perdu, il ne revient jamais. Et je ne l'ai su ça que lorsque j'ai eu mon premier gros contrat. J'ai compris mon pire ennemi, c'est le temps. Et là, je ne pouvais pas monnayer maintenant ce temps-là. Et donc, on est resté ici à travailler quelquefois des jours jusqu'à 6 heures du matin. Le temps, c'est ce qui m'a le plus effrayé. J'ai vu à quel point c'est important. Ou des gens qui viennent à peine de commencer leur cancer, comme ils ont vu à temps, ils sont partis se guérir. Ou des multimilliardaires comme Steve Jobs, ils n'ont pas vu venir. Quand le temps s'est écoulé, malgré les milliards qu'ils ont, ils n'ont pas pu. Donc le temps est plus important que la santé, que tout.
Actuellement, Tulip Industrie, c'est combien de francs guinéens par mois? Je ne révélerai jamais ça. Vous voulez qu'on me cravate ici, les fiscs et autres? Ça, je ne révélerai jamais. Faites une estimation. Non, je ne révélerai jamais. 10 millions de francs guinéens. 100 millions. Disons une chose. On se porte bien grâce au chiffre d'affaires qu'on fait à l'international. Voilà. D'accord. Ça va. Ok. Alhamdulillah, ça va. Dieu merci. Les rêves apportent leurs fruits. C'est pas facile, mais ça va. Mais si certaines choses marchent, là, c'est pas ça va. Là, on ira faire notre pèlerinage à la Mecque vite fait parce que sans le pèlerinage, là, on risque même de dériver tellement que c'est beaucoup. Et quand je vous parle de beaucoup, c'est en dollars ou en euros. C'est en centaines de millions. OK? Voilà, pour l'instant, ce qu'on gagne, ça nous permet de bien vivre et puis voilà, de réduire même les effectifs tranquilles, pas beaucoup de monde, boulot très efficace et puis voilà, impact, c'est ce qui compte, impact. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir d'écouter toute cette masterclass, tout cet enseignement. On espère vous revoir une autre fois pour un autre échange. Quel est votre mot de fin? L'argent m'attend, je dois y aller. That's my money, I gotta get On it. vous accompagne? Ce voyage-là se fait tout seul, au sommet de la montagne. Rendez-vous au sommet. C'est ce que je dis. Le mot de la fin, c'est que rêvez grand. Ne désespérez jamais parce que dans votre pays, vous n'aimez pas tel politicien ou tel, ou parce qu'il y a des embouteillages là où les gens sont... Non, ne prenez pas ça pour critiquer votre pays. Faites tout ce que vous pouvez jusqu'à votre mort. Quand vous mourrez, on mettra une stèle, ainsi repose telle personne. Mais au moins, tu auras contribué à quelque chose. Ton travail, tu pourrais ne pas en bénéficier du sucre aujourd'hui, mais tes enfants pourraient en bénéficier. Un arbre que vous plantez aujourd'hui. Les fruits pourraient venir après votre mort, mais vos enfants seront là pour récolter, pour manger. Ne pensez pas qu'à vous. Pensez à l'impact aux autres tout autour. Sékou Touré disait, président Ahmed Sékou Touré, on dit droit de l'homme, et le droit du peuple de vivre heureux, épanoui. Moi, c'est à ça que je pense tout le temps. Quand les gens disent, oui, mais moi, je dis, mais et tout le monde? Là, c'est mon aspect un peu socialiste. Ta réussite individuelle, si elle ne se traduit pas en réussite des autres, tu ne vaux rien. Je répète ça. Si ta réussite individuelle ne coule pas sur les autres autour, tu ne vaux rien. Et c'est sur ce mot que je m'arrête. Merci pour cette masterclass. Chère communauté, on était avec Monsieur Moutaga Keita, fondateur de Tulip Industrie. On se retrouve à très bientôt pour un autre épisode. Merci. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.